Écoutez, Pierre-Luc Bilodeau, professeur au département des relations industrielles à l'Université Laval. Cette présentation repose sur des travaux de recherche que je réalise notamment avec Evelyne Dionne, que vous avez le plaisir de rencontrer en personne, elle qui est parmi vous. Evelyne qui est candidate au doctorat au département des relations industrielles, travaille sous ma supervision et nous menons ensemble des projets de recherche sur l'industrie de la construction, principalement au Québec. Ce que je veux partager avec vous, ce que nous allons partager avec vous par mon intermédiaire ce matin, sont des réflexions sur l'état du paritarisme dans ce qui est certainement le régime de dialogue social le plus élaboré que nous avons au Québec, qui est celui de l'industrie de la construction. Donc, je vais essayer de brosser un portrait historique, en fait, du paritarisme dans la construction québécoise depuis les années 30, de façon à montrer, en fait, la présentation aurait pu s'intituler Grandeur et misère du dialogue social dans un secteur important aux yeux de l'État. Je vais donc parler de la construction sous les différents régimes qui se sont succédés depuis 1934, donc celui de l'extension juridique, puis le régime particulier qu'on connaît aujourd'hui, mais qui a évolué considérablement avec le temps. Je vais aborder un peu, puisque c'est quand même ça le thème de notre séance, les grands défis, deux grands défis du 21e siècle, hein, le défi climatique et le défi technologique, et discuter un peu de comment ce paritarisme qui s'est développé dans la construction permettra aux partis, aux acteurs sociaux, d'opérer une transformation qui favorisera, le cas échéant, un travail de qualité. Donc, quelques enjeux du paritarisme dans la construction québécoise, donc des éléments qui permettent de comprendre les facteurs qui ont favorisé le développement, qui ont façonné l'évolution du régime tel qu'on le connaît aujourd'hui au Québec comme dans le reste de l'Occident et partout dans le monde. La production des bâtiments et des ouvrages de génie civil est un secteur d'activité économique important. L'activité de construction est caractérisée par un mode d'organisation qui est marqué par l'instabilité. C'est une des raisons pour lesquelles Mark Ehrlich, dans un récent article de ILR Review, avait titré, parlant de cette industrie, qu'elle était la Original Gig Economy. Donc, pour faire référence à cette précarité omniprésente que vivent plusieurs travailleurs et travailleuses de l'industrie de la construction. Au Québec, une des particularités, peut-être par rapport à d'autres États, c'est que l'État, donc au Québec, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, leurs différents ministères et organismes constituent des clients, ce qu'on appelle ici des donneurs d'ouvrage majeurs de l'industrie de la construction. Et donc, l'État a toujours porté un grand intérêt à cette industrie, et notamment pour ses relations du travail. Les relations du travail, dont je vais vous parler dans les prochaines minutes, revêtent une forme particulière, bien en marge du régime wagnérien qui est commun au Canada et aux États-Unis, donc qui est marqué depuis plus d'un demi-siècle par le pluralisme syndical, par un patronat très fortement organisé, beaucoup plus que dans d'autres secteurs, et par un rôle de premier plan qu'on a accordé à une tierce partie qui se nomme aujourd'hui Commission de la construction du Québec et qui agit notamment en matière de régulation de l'emploi. En 1934, le Québec se dote, sous la pression des syndicats catholiques, d'une loi relative à l'extension juridique des conventions collectives de travail. Donc, cette loi dont Mathieu, Grégor et Mayun vont vous parler aussi tout à l'heure, cette loi est tout à fait originale dans le contexte nord-américain. Elle a été
fortement inspiré par des expériences, notamment allemandes sous la République de Weimar, mais aussi belges et françaises. On a donc constitué un système, ou institué, je devrais dire, un système par lequel le lieutenant-gouverneur en conseil peut intervenir, le gouvernement peut intervenir par voie de décret pour étendre à tout un secteur ou une activité professionnelle particulière un certain nombre de conditions de travail qui ont été fixées par convention collective, donc entre un ou plusieurs syndicats et un ou plusieurs employeurs. La construction, en 1934, sera un des premiers secteurs d'activité au Québec à se prévaloir des droits que prévoit cette loi. Et de façon massive, donc au cours des 5 premières années d'application de la loi, on voit apparaître un peu plus d'une dizaine de décrets régionaux. Ce régime-là, qui va durer une trentaine d'années, produit des effets importants qui ont été documentés par notre défunt collègue Gérard Hébert de l'Université de Montréal, qui en était le grand spécialiste. Donc, augmentation du nombre d'organisations syndicales, favoriser le développement du syndicalisme dans ces premières années. Peut-être de façon encore plus marquée, le développement de l'action collective patronale. Alors qu'en Amérique du Nord, habituellement, les intérêts patronaux ne font pas toujours l'objet d'une structuration, d'une organisation collective aussi forte. Dans la construction, au Québec, on a vu se constituer, du fait de cette loi d'extension juridique-là, des associations patronales fortes pour siéger sur les comités paritaires qui ont le mandat d'appliquer les conventions collectives étendues par voie de décret. On a vu aussi se développer un mode de négociation collective qui est assez différent du modèle qu'on retrouvait auparavant, donc négociation collective multi-employeurs, multi-métiers, fixation d'une rémunération minimale sur tous les chantiers, syndiqués ou non, et une assez grande paix industrielle qui va s'établir pendant cette période. Le régime connaît un certain nombre de ratés dans les années 60, du fait notamment du pluralisme syndical et de l'extension provinciale des marchés de construction, qui entraîne différents conflits liés à l'emploi et des conflits intersyndicaux. La forme des relations du travail qui va se développer dans cette période-là et ressemble beaucoup à celle du régime des décrets, mais va être provincialisée et va donc se structurer davantage et se développer sur le plan de l'emploi également avec le développement d'une réglementation spécifique. Par contre, les conflits intersyndicaux, les conflits d'emploi qui persistent malgré l'adoption de la loi de 1968, cette loi qui est en fait un développement, comme je le disais, du régime des décrets, va faire en sorte en fait, que l'État va disons, être plus actif dans les relations du travail. Il va s'accorder dans les années 70, à la suite d'une commission d'enquête importante sur les libertés syndicales, devant les difficultés de la négociation collective avec en présence de plusieurs associations, la possibilité d'agir de sa propre initiative sur le décret, donc sur les conditions de travail des salariés, et on va remplacer l'organe paritaire qui avait succédé au régime des comités paritaires des décrets par un organisme dirigé par 3 membres nommés par le gouvernement et où le paritarisme va occuper une place beaucoup moins. Au cours des 20 ans qui suivent cette période-là, qui a été marquée par ce qu'on connaît au Québec sous le nom de commission Clich, donc la commission d'enquête sur la liberté syndicale dans l'industrie de la construction. L'État va donc intervenir très fortement dans les relations du travail. Une vingtaine de fois, va se servir du pouvoir que le législateur lui a accordé en 1974, si bien qu'on se retrouve dans un état en matière de détermination des conditions de travail de ce que Panitch et Swartz nommaient l'exceptionnalisme permanent, donc une situation où les partis ne sont plus maîtres de leurs conditions de travail et ce qui entraîne une déresponsabilisation, ce que d'ailleurs Gérard Hébert avait bien vu dès les premières années. Ce régime-là va quand même produire des résultats intéressants, mutualisation des
des avantages sociaux, donc création de programmes de régimes complémentaires d'avantages sociaux transférables pour les salariés, hein, des régimes de retraite, des régimes d'assurance collective à l'échelle sectorielle qui permettent aux travailleurs qui souvent travaillent pour plusieurs employeurs au cours d'une même année de quand même doter des régimes de protection sociale et de retraite, création d'un fonds d'indemnisation qui va permettre aux salariés dont l'employeur a cessé de faire affaire d'être dédommagés pour une créance salariale. Donc, ce sont des réalisations, particulièrement en matière d'avantages sociaux, qui sont importantes, mais n'empêche qu'on va être face à un système qui est bloqué, qui est paralysé. Si bien que dans les années 80, on va redonner un pouvoir aux partis en créant notamment la Commission de la construction du Québec en 87, en redonnant des responsabilités en matière de formation professionnelle, en mettant fin à l'extension juridique et en laissant place à la négociation collective sectorielle. Tout ça va permettre au paritarisme de regagner ses droits d'une certaine façon. Au cours de cette période-là, notre collègue Jean Charest aurait pu nous en parler puisqu'il en est le grand spécialiste au Québec. Les partis vont notamment se doter d'un fonds mutuel de formation continue qui va permettre une cotisation patronale pour financer le perfectionnement des travailleurs. On verra tantôt comment c'est important dans le contexte actuel, un fonds comme celui-là. Malheureusement, au bout d'une dizaine d'années, une quinzaine peut-être d'autonomie collective, je devrais dire, les relations entre les partis s'enveniment et la Commission de la construction, qui devait représenter ou constituer le retour du paritarisme, s'est vue accorder par le gouvernement du Québec un rôle de plus en plus assimilable à celui d'une régie et où le paritarisme occupe une place de moins en moins grande. Tout ça s'est concrétisé en quelque sorte cette année avec la conversion de la Commission de la construction en véritable société d'État, donc si bien que l'État du Québec a maintenant le contrôle sur la Commission de la construction qui est maintenant administrée, oui, par les partis, mais aussi par des administrateurs indépendants nommés par le gouvernement du Québec. La décentralisation de la négociation collective qui devait redonner le contrôle aux partis, elle ne s'est réalisée que partiellement, puisqu'elle demeure fortement coordonnée, que les parties syndicales siègent, la même partie syndicale composée des 5 associations reconnues siège à toutes les tables sectorielles de négociation, si bien que la stratégie de grève qui a été développée par les organisations syndicales ont donné une justification à l'État pour intervenir lors des 2 seuls conflits de travail qui ont lieu au cours des 20 dernières années. Donc, en 2013 et en 2017, les débrayages des travailleurs de la construction ont été interrompus par des lois spéciales de retour au travail. Donc, je vous fais ce parcours au pas de course, vous m'excuserez, pour arriver à ces enjeux dont les panélistes de la séance d'ouverture ont traité ce matin, à 2 enjeux majeurs qui nous occuperont au cours des 3 prochains jours. La lutte au changement climatique, le développement du numérique et de l'intelligence artificielle, qui sont des changements, 2 changements en tout cas, qui auront des impacts majeurs sur l'industrie de la construction. Le bâtiment est le 3e secteur émetteur en importance, ce qui a trait aux gaz à effet de serre. Dans l'industrie de la construction, il y a des problèmes majeurs. Ce n'est pas tellement de faire en sorte que les firmes de génie conseil et les bureaux d'architectes conçoivent des bâtiments qui sont plus performants, hein, dont la production de gaz à effet de serre est plus modeste. C'est un problème, et c'est documenté, qui est celui de l'écart de performance, on dit performance gap en anglais. Et cet écart de performance-là est fortement attribuable à la capacité ou à l'incapacité des travailleurs, du fait d'un manque de formation, à réaliser concrètement, sous la direction de leurs employeurs, les conceptions sur papier, donc pour réaliser pleinement les économies d'énergie, l'étanchéité des bâtiments, des choses comme ça. Les travaux qui ont été menés
en Europe par une équipe de l'Université de Westminster dirigée par Linda Clark, montre que dans différents pays européens, on a donné des réponses, disons, différentes d'un pays à l'autre en fonction des directives européennes. Et les meilleures expériences nous montrent que la formation des travailleurs de la construction doit dépasser la maîtrise des savoir-faire sur lesquels elle est surtout concentrée, notamment en Amérique du Nord, pour aller vers des savoirs et des savoir-être et devenir plus interdisciplinaire. Le cas allemand, d'ailleurs, dont on entendra parler aujourd'hui, ressort dans les travaux de Linda Clark et de ses collègues comme étant un cas particulièrement intéressant. Le développement du numérique et de l'intelligence artificielle est évidemment un autre enjeu important. Le Québec accuse un retard important en la matière, mais on a de bonnes indications que ces changements-là sont en cours ici comme ailleurs. Dans l'industrie de la construction, c'est près de 50% des tâches qui pourraient être automatisées, selon une étude assez récente qui a été réalisée aux États-Unis. Dans des cas de métiers comme ceux d'opérateurs de machines et de peintres, c'est jusqu'à 88 et 90% des tâches qui pourraient se voir automatisées. Maintenant, la question de l'élimination de la suppression des emplois par les technologies, et je sais que Mathieu, Grégor et Meyoun en parleront probablement parce qu'ils l'abordent dans leur rapport de recherche. Ce n'est pas une question toute noire ou toute blanche. Donc, généralement, l'automatisation touche donc des stages plutôt que des emplois en général. Et pour cette raison, il faut repenser la recomposition du travail. Cette recomposition du travail-là, bien, évidemment, elle doit être envisagée dans la formation même des travailleurs et dans la reconnaissance de leur qualification professionnelle. Ce qui m'amène, puisque je vois que mon temps file et que j'en suis à mes toutes dernières minutes, Monsieur le Président, quelques observations générales sur le système. Nous avons une immixtion de l'État qui était importante au cours des 50 dernières années dans l'industrie de la construction, qui a été justifiée généralement par la présence du pluralisme syndical, la préservation de la liberté syndicale, mais aussi par la centralisation des relations de travail et l'intérêt du public. L'intérêt du public, surtout de nature économique dans l'argumentaire gouvernemental. La transformation graduelle de la CCQ en société d'État a miné les espaces de dialogue social qui étaient précieux, qui ont fait la force du régime des décrets de convention collective de 1934. Dans les travaux d'Hébert, c'est ce qu'on relevait, et qui ont eu deux effets majeurs, selon ce qu'on observe dans les entrevues qu'on réalise depuis quelques années avec les partis. Donc, reléguer la régulation paritaire au seul espace de la négociation collective, lequel est en ce moment miné par une approche à dominante distributive et une certaine paralysie qui vient de l'imposition de lois spéciales de retour au travail et qui a eu pour effet dans les dernières années de paralyser effectivement complètement la négociation. La négociation n'est plus un espace d'expérimentation, pour reprendre l'expression qu'on aime bien au crime, qui fonctionne puisque les partis s'abstiennent de faire des propositions originales et d'aller de l'avant, laissant le temps passer et attendant les interventions de l'État. D'autre côté, les problèmes au sein de la CCQ, sa distanciation face aux partis et le fait qu'elle ne joue plus son rôle d'instance paritaire autant qu'elle ne le faisait avant, fait en sorte que plutôt que de collaborer, de se concerter dans ces instances diverses, les partis ont recours de façon de plus en plus fréquente à la judiciarisation des conflits. Ce qui m'amène donc à ma conclusion. Sur papier, le régime québécois des relations de travail dans la construction, de par le paritarisme qui a été développé, par son étendue et le fait qu'il couvre un secteur dans son entier, les acteurs de la construction disposent de puissants leviers pour assurer les transitions énergétiques. Un système de qualification de formation professionnelle qui permettrait de voir venir
les changements aux formations dont on a besoin pour être capable de produire des bâtiments qui sont beaucoup plus efficaces. En matière de technologie, la possibilité de la recomposition du travail d'une façon à ce qu'on préserve des emplois de qualité et qu'on limite les impacts sociaux de la réduction du nombre de ces emplois-là. Ce sont des mécanismes qui existent en ce moment. Mais en pratique, la régulation conjointe étant bloquée, il est véritablement très difficile de parvenir à des résultats intéressants. L'État porte une large part de responsabilité, mais évidemment, les parties patronales et syndicales doivent faire preuve de volonté pour remettre en place, réanimer, je devrais dire, ce paritarisme et recréer des espaces d'autonomie collective qui, peut-être en marge de la négociation collective, pourront leur permettre d'assurer donc le travail de qualité pour la suite. Je m'arrête ici. Ça fera plaisir à Evelyne et à moi de répondre à vos questions s'il y en a, et je vous remercie.